Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 14 de ce Tour de France 2022, étape qui est arrivée du côté de Mende. Mende avec la montée Laurent Jalabert, c'était une étape assez difficile aujourd'hui et étape qui a été très animée. J'ai pris du plaisir à regarder cette étape. Vous avez même eu de la chance parce que, bon, je vous le dis, normalement je coche un petit peu les étapes que je regarde en début de journée et j'avais pas coché celle-là. Et en fait, je suis tombé sur France 2 à midi parce que voilà, je mangeais. Et bah, j'ai vu notamment toute la séquence d'attaque dans tous les sens avec Pogacar. Et c'est vrai que je suis resté jusqu'à ce que l'échappée parte. Voilà, après, bon, j'avais d'autres choses à faire aussi. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé de l'étape, si ça vous a plu, déçu, si vous avez pris du plaisir à regarder cette étape. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et quand vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce débrief de l'étape 14. Super étape parce que on a eu la montée Laurent Jalabert, on s'attendait à ce qu'il se passe des choses. Par contre, on ne s'attendait pas à ce qu'il se passe autant de choses en début de journée. C'est-à-dire, dès le départ, ça a attaqué fort, notamment avec Pogacar, et avec un Vingegaard qui a failli se faire avoir parce que du côté de chez Jumbo n'était pas vraiment en place. On va pas se mentir. Et il y a eu aussi une belle étape parce que ça a été très tactique au final dans l'échappée. Matthews était fort, mais il a aussi très bien couru. C'est-à-dire, il part en première attaque parce qu'il sait que quand une étape est difficile, souvent la première attaque est la bonne, on le voit ces dernières années. Il se fait rattraper, mais par 3 coureurs, ce qui n'était pas con non plus. Et derrière, il a lâché son échappée très tôt, quoi. Il a monté très fort parce qu'il savait que 30 secondes, c'était pas une énorme avance. Et que s'il voulait conserver et gagner, il fallait qu'il passe les ponts les plus rudes en des temps en tête. Et ensuite, mentalement, il a été très fort aussi, Matthews, mais je reviendrai là-dessus. Et puis, l'étape aussi, parce que oui, ça a roulé très fort encore aujourd'hui. Et on sent très bien qu'il va y avoir un beau match quand même pour le maillot jaune dans les Pyrénées. Et ça va être très intéressant à suivre. Je voulais parler également de Caleb Ewan avant de parler de la note de l'étape. Rapidement, juste Caleb Ewan, que j'ai mis en bonnet d'âne hier, moi, avec sa chute. Mais repartir déjà, vu comment il est amoché, c'est déjà culotté de sa part. Mais en plus, être lâché dès le départ, être dans la pampa, être à 3 minutes du peloton, enfin du groupe même, Roglic, il était à 3 minutes du groupe Roglic au bout de 15 bornes. Dur quand tu es tout seul devant la voiture balai. Et il est en train de finir l'étape, alors il est encore pas arrivé. Hein. Parce que là, il est 17h36. Alors je vous parle, j'ai toujours pas dans le classement. Pour l'instant, ça s'arrête à Max Walscheid, mais ça devrait le faire pour Caleb Ewan au niveau des délais. Je peux vous dire qu'il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage et c'est fort parce que c'est Caleb Ewan, c'est quand même une star du peloton. Il connaît une année très difficile, voire une année vraiment pas bonne. Et il s'accroche quand même mentalement et faut être solide. Faut être solide. Quand vous êtes devant la voiture balai, que le premier groupe il est à 2-3 minutes, que vous êtes presque seul. Alors à un moment, il a eu 2 équipiers, mais au départ, vous êtes seul. C'est dur. C'est très compliqué. Et ça veut dire aussi vous passez 35 minutes de plus, 40 minutes de plus dans l'étape, sous 36-37 degrés. Non, c'est très compliqué ce qui lui arrive. Il tiendra peut-être pas. Hein. Demain, peut-être qu'il abandonnera, mais faire ça sur le Tour de France, c'est aussi du respect envers le Tour de France. Et lui, on peut dire que ça a été le plus combatif aujourd'hui. Ça n'a pas été l'animateur de la journée, mais il a été très combatif parce que faut en avoir, faut être solide dans la tête, et puis il faut avoir une résistance à la douleur parce que je pense qu'il a mal à chaque fois qu'il appuie en coup de pédale parce qu'il a une douleur au genou. Voilà, c'est pas évident du tout pour Caleb Ewan. On passe à la note de l'étape, donc j'ai mis 16 sur 20. Pourquoi 16 sur 20? Ce qui est une très bonne note. Tout simplement parce que déjà, j'aime bien la montée de Mende. C'est vrai que je l'ai vu déjà plusieurs fois sur le Tour de France et j'ai toujours bien aimé la montée de Mende. Un peu moins bien peut-être l'année de Stephen Cummings.
d'un point de vue chauvin. C'était un peu dur celle-là, hein, avec Bardet et Pinot. Mais parce que les Français ont quand même été présents, ont quand même fait une belle montée. Et que le début d'étape, tout simplement, qui a été juste fantastique. Et puis l'échappée aussi, j'ai bien aimé le fait qu'on a un groupe très gros, qui ne s'entendait pas vraiment, mais avec des très bons coureurs, des équipes qui se sont un peu plantées. Enfin voilà, je trouve que c'était pas mal comme étape. C'était très intéressant. Il y avait tout ce qu'on peut aimer dans le cyclisme était là. Donc c'était vraiment pas mal. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec David Gaudu. Pourquoi je mets David Gaudu en plus? Parce que pour moi, il fait une belle étape. Pour moi, il fait une belle étape. Et encore une fois, en étant intelligent dans sa manière de courir, parce qu'il a un peu lissé son effort, il n'a pas tenté de suivre les deux de devant. Les deux de devant, de toute manière, ils seront impossibles à suivre tant qu'ils seront à ce niveau-là. Donc lui, il s'est dit, bah voilà, je vais lisser mon effort, je vais tenter de faire 3 km. Et puis je ramasserai les morts au fur et à mesure. Et ça s'est bien passé pour Gaudu. Il a même réussi à lâcher Quintana. Il a été à 2 doigts de lâcher Thomas. Quintana, au final, il l'a pas lâché parce qu'il a réussi à revenir dans la roue, dans la descente. Mais je trouve que du côté de David Gaudu, il a plutôt bien grimpé. Ça aurait presque été intelligent de faire redescendre Kung avec lui au début de la montée, d'aller laisser Kung 1 minute devant. C'était peut-être pas forcément super intelligent de la part de l'équipe Groupama. Surtout qu'il n'y avait plus de points à prendre au niveau UCI, au niveau des différents classements. Et puis je pense qu'au-delà de la 20e place, la prime au niveau financier n'a pu être énorme. Donc on aurait pu faire redescendre Kung, tenter de le faire rouler 2-3 km devant Gaudu. Et puis ensuite, voilà, que Gaudu finisse le travail. Mais David Gaudu, bien aujourd'hui, il s'est pas fait avoir aussi quand ça a attaqué fort en début de journée. Donc ça a été plutôt une belle étape pour David et une belle fin de journée. Donc voilà, ça progresse, ça progresse. Il est encore jeune quand même, David Gaudu, parce que c'est un coureur. Alors certes, il doit avoir 25 ans. Non, voilà, donc c'est encore jeune, 25 ans. Et il l'a dit, voilà, par exemple, sur l'étape de l'Alpe d'Huez, il en garde trop. Parce qu'il n'avait pas envie d'exploser, comme ce qu'il avait fait sur le Dauphiné. Ça montre que c'est encore un coureur qui doit prendre de l'expérience, qui doit apprendre à se connaître, qui doit apprendre à savoir là où il peut travailler, là où il est mieux, quelle est sa zone de confort, quelle n'est pas sa zone de confort. Parfois ça arrive très jeune, parfois c'est un peu plus compliqué. Mais David Gaudu, c'est pas mal quand même pour le moment, son année 2022. Et puis sur ce Tour de France, vraiment, c'est plutôt bien ce qu'il fait David. Donc j'espère que ça va continuer. J'espère que les jambes vont tenir dans les Pyrénées. Mais il a été capable de faire un beau changement de rythme. Pour l'instant, du côté de la Groupama, on est plutôt bon. Donc voilà, c'est peut-être intéressant pour lui. Et puis il a quand même un petit peu de retard par rapport aux hommes de tête. Donc il peut aussi peut-être tenter plus de choses. On verra comment ça se passe de ce côté-là. Même si aujourd'hui, je dirais que personne n'a tenté le coup. Dans le top 10, ce matin, on a tenté le coup quand Vingegaard est un petit peu en difficulté. Pinot, moi je le mets quand même en plus. Il prend l'échappée. Bon, il fait 3e. La montée demande n'est pas forcément une montée qui correspond à ses qualités, parce que c'est quand même une montée qui correspond bien au puncher. Il faut de la puissance amende. Et c'est pas forcément ce qui correspond le mieux. Thibaut Pinot, en plus, c'est très court. On s'aperçoit que plus il vieillit, plus il a besoin de mettre un petit peu de temps, un petit peu de rythme pour vraiment rentrer dans les montées. Et là, c'était trop court pour Thibaut. On voit, c'est bon, il part avec 30 secondes de retard sur Matthews, il finit avec 34, donc de toute manière, voilà, il est parvenu sur Michael Matthews. Mais au moins, il finit 3e. Voilà, c'est un top 3. Alors certes, il veut la victoire, Thibaut. Mais là, aujourd'hui, c'était pas faisable. Je crois par contre qu'il a décidé de laisser tomber la bagarre pour le maillot à poids. Pour l'instant, qui est mené par Geschke devant Meintjes, Powless, Vingegaard, Ciccone et Latour.
Je dirais qu'à partir de Pidcock et Perez, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Mais Latour peut toujours le jouer. C'est dommage même qu'il n'ait pas pris l'échappée Pierre Latour, mais Total a été un petit peu en difficulté sur cette étape. Mais ouais, je crois que du côté de Thibaut Pinot, bon, on n'a que 16 points. Il faudrait vraiment faire des grandes Pyrénées. Et puis Geschke, il arrive quand même à prendre des points sur certaines étapes. Mais sinon, ouais, un bon résultat pour lui. Et puis, ça donne foncièrement de la confiance. Alors après, moi, je suis inquiet parce que mardi, mercredi, il risque de faire très chaud sur la France, surtout mardi. Lundi, mardi, on risque d'être vraiment dans des situations de canicule, surtout dans le sud-ouest. Donc c'est vrai que pour arriver dans les Pyrénées, ça va pas être l'idéal pour Thibaut. Mais mercredi, peut-être qu'on commencera à avoir un petit peu... Enfin, on perdra peut-être une dizaine de degrés. Ça fera peut-être du bien à Thibaut. Même s'il ne pleut toujours pas et qu'il ne fait toujours pas moins de 20 degrés. Mais bon, Thibaut, il a quand même plutôt bien résisté jusqu'à maintenant. Alors certes, la chaleur, c'est pas l'idéal pour lui. Mais bon, aujourd'hui, il a fait une journée à son niveau avec les moyens. Et je trouve qu'il a plutôt fait une belle journée. Bardet, +1 pour Romain Bardet. Ça a été un peu difficile quand même la montée de Mende. Après, je me dis que ça a été difficile aussi pour la montée de Mende parce que le début de journée a quand même été très, très difficile, très compliqué pour Romain. Donc c'était difficile de faire mieux. Mais du côté de Romain, voilà, ça a été un peu plus dur et ça fait depuis 2 jours voilà, que c'est pas forcément l'idéal. C'est vrai, depuis l'Alpe d'Huez, déjà, ça n'avait pas été top. Là, je pense qu'il y a un moment aussi où le début de journée l'a complètement cramé. C'est-à-dire que le rythme, à un moment, il n'était pas très bien placé dans le peloton. Et peut-être qu'il a un peu souffert. Le fait aussi qu'il a fait quand même une grande partie de la journée seul en début d'étape. Hein, c'est avec des SM, il n'y avait pas grand monde pour l'aider. Donc il a peut-être mangé du vent et ça l'a mis un petit peu en difficulté aujourd'hui. Romain. Mais je trouve quand même qu'il a fait une belle étape. Mais sur la fin, voilà, un peu plus en difficulté. Donc c'est pour ça que je mets +- Pareil pour Quintana. Bon, à peu près les mêmes résultats. Les deux au général, hein, Bardet et Quintana, juste pour faire vite. Bardet est 4e à 3,01. Quintana est 6e à 4,15. Donc voilà, ça reste des écarts qui sont tout à fait raisonnables. Et Nero, il est vraiment en capacité de faire top 10 sur ce Tour de France qui serait déjà un bon résultat. Et on peut noter que Jungels remonte à la 15e place au général. Bon, à 23 minutes, mais s'il reprenait une échappée qui prend 10 minutes d'avance, c'est peut-être sur l'étape de Foix, ça pourrait le remettre vers 12-13 minutes pourquoi pas un potentiel top 10. Aujourd'hui, il a fait une belle étape, Boy Jungels, on va dire pour le classement des meilleurs coureurs. Et puis je termine avec un petit flop, pour moi c'est Benoît Cosnefroy. Je le mets un petit flop, Benoît Cosnefroy. J'ai trouvé que Enfin, c'est fou, Benoît Cosnefroy, encore une fois. Normalement, c'est le type d'arrivée qui lui convient parfaitement. C'est le type de parcours qui lui convient, c'est-à-dire 3500 mètres, voilà, 3000, 3500 mètres de dénivelé positif. Normalement, c'est des types de parcours qui lui conviennent bien, je trouve, à Benoît Cosnefroy. C'est un peu classique flanc ardennaise, quoi, hein, pour Benoît Cosnefroy. Et c'est fou, c'est que sur les grands tours, j'ai toujours trouvé ça, notamment sur le Tour de France, malgré le fait qu'il ait été maillot à pois, c'est qu'il a quand même pas un rendement fantastique. C'est-à-dire, vu ses qualités, il a pas le palmarès de la Philippe, quoi, sur les grands tours. Pourtant, il a les qualités pour faire des grands résultats parce que c'est un très bon puncher. C'est un bon puncher. Benoît Cosnefroy, il a une belle résistance à l'acide lactique. Mais je crois que son vrai problème, c'est la récupération. Et sur les grands tours, ça ne marche pas, Cosnefroy. Il y a vraiment une différence de rendement entre les courses d'un jour pour Cosnefroy, les courses par étapes. Et je trouve que même sur les courses par étapes d'une semaine, hein, je ne l'ai jamais trouvé excellent, Benoît Cosnefroy. À part peut-être sur un Tour du Limousin une année où il avait été pas mal, mais c'est une course de 4 jours seulement, le Tour du Limousin. Dès qu'on dépasse, dès qu'on atteint même la semaine complète, je trouve que Benoît Cosnefroy n'a pas le même rendement. Donc je pense que c'est un coureur qui ne récupère pas bien, ou peut-être qu'il y a un souci, peut-être qu'il ne fait pas assez attention à son alimentation, à son hydratation en course. Mais j'ai toujours trouvé que le rendement de Benoît Cosnefroy sur les grands tours n'était pas excellent. Là, il finit 21e de l'étape, c'est-à-dire il n'y a que Kuhn qui finit derrière lui. Or,
comment te dire que Kung a quand même passé la journée à rouler, notamment pour Thibaut Pinot. Ah, attaque de Marlou! On poursuit du côté des top flops de ce Tour de France 2022, de cette étape numéro 14. Je commence pas avec Matthews. Matthews, qui nous rappelle qu'aujourd'hui, c'est presque plus un puncher qu'un sprinter. Et qui rappelle surtout que ça reste un très bon coureur. 5 ans depuis sa dernière victoire sur le Tour de France. Mais celle-là, elle est belle. Elle est très belle. Et puis, il a été la chercher, celle-là. Alors déjà, il fallait prendre l'échappée. On voyait bien que Bike Exchange, il voulait prendre l'échappée parce que Julianson, par exemple, a énormément bossé. En tout début d'étape, il a attaqué de nombreuses fois. Enfin voilà, il voulait prendre l'échappée Matthews. Derrière, il attaque quand même à 50 bornes de l'arrivée. Il fait au moins 8-9 km seul. En attendant qu'il y ait du monde derrière. C'est le mec qui fait les plus gros relais du groupe de 4. Et je me suis dit même, putain, il en fait trop, il en fait beaucoup trop là. Il va se faire lâcher en premier parce qu'il mettait vraiment beaucoup d'énergie dans les relais. Et puis dans la montée finale, il a compris qu'avec 35 secondes d'avance au pied, il était obligé, s'il se sentait fort, il était obligé de se partir parce que Sanchez leur serait pas d'une grande aide. Et peut-être qu'il avait senti aussi que ça allait être compliqué pour les deux pour le coureur de la Bora. Grosse Schartner. Donc il a attaqué d'entrée. Et puis Bettiol est revenu. Et il faut être fort parce que Bettiol le lâche quand même. À un moment, il a 10, 15, 20 mètres de retard. Et puis il revient. Et puis il dépose Bettiol à ce moment-là. C'est là où Bettiol craque mentalement. Parce que quand vous attaquez et que vous vous faites remanger derrière, c'est quand même très dur mentalement. Et puis ensuite, victoire de Matthews. Mais celle-là, il l'a pas volée. Et puis quand tu vois le scénario de l'étape qui ressemble quand même un petit peu à l'étape de 95, oui, ça ressemble quand même à la victoire de Jalabert. Hein. Le sprinter qui devient puncher. Alors Matthews n'a jamais été un pur sprinter, c'est un sprinter puncher, mais là pour moi maintenant il est devenu un vrai puncher. Et c'est une belle victoire pour Michael Matthews. Deuxième victoire hein, quand même je crois de la saison. Après sa victoire du côté du Tour de Catalogne lors de l'étape où Colbrelli fait son malaise cardiaque. Donc deuxième victoire d'étape, c'est déjà mieux que l'année dernière hein, où il avait vraiment souffert lors de son retour chez Bike Exchange. C'est vrai que ça faisait 2 saisons où il n'avait pas eu un rendement sensationnel parce qu'en 2020, c'est que son meilleur résultat c'était la Bretagne Classique. Et à part la Bretagne Classique, il n'y avait pas eu de choses incroyables en 2020. Il avait vraiment souffert lors de l'année 2020. 2021, c'était pas fou non plus. En termes de résultats, il avait été un petit peu en difficulté, notamment sur la Vuelta, où je l'avais vraiment pas trouvé bon sur les sprints. Et pour moi, c'est aujourd'hui plus un puncher qu'un sprinter, mais il a fait vraiment une très très belle étape, Matthews, et c'est une victoire qui le marquera. Je pense qu'il s'en souviendra de celle-là, parce que vraiment, il a été la chercher au forceps. Et c'était pas simple, c'était une étape difficile, et il a été très solide. Vraiment, et puis ça a été l'animateur de la journée hein, aussi, Matthews, attaqué à 50 bornes de l'arrivée. Ça récompense aussi Bike Exchange qui a été animateur avec Hugh Johnson. Ils ont tenté, ils ont réussi. Voilà, c'est aussi une prime au courage cette victoire. Louis Mentiès, le Sud-Africain, pourquoi vous allez me dire je mets Louis Mentiès aujourd'hui? Que je parle pas de Bettiol, que je parle pas d'un autre coureur. Alors, Bettiol a fait aussi une belle étape. Bon, il craque un petit peu dans le final. Il a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Pardon. Pourquoi je mets Mentiès? Parce que dans le top 10, désormais, il y est Mentiès. Et pourquoi je le mets? Parce que lui, il a osé. Il a osé partir en échappée. Il a osé prendre le risque de partir en échappée. Et peut-être qu'on ne laisse jamais beaucoup d'avance à l'échappée. Et je trouve que, par exemple, un Vlasov, je trouve qu'un Henrik Mas, qu'un Lutsenko aurait dû tenter le coup aujourd'hui. Même Gaudu, alors Gaudu non peut-être un peu trop proche, mais Pidcock, Mas, c'est des coureurs qui auraient dû tenter le coup aujourd'hui de l'échapper. Mas, vu les jambes qu'il a, il a quand même perdu 8 minutes, Henrik Mas, il aurait dû tenter le coup dans l'échappée. Et c'est dommage que ces coureurs-là n'aient pas tenté de revenir dans le match, et pas tenté de revenir un petit peu dans le match pour le général. Parce que Mentiès, ce soir, il peut dire je suis 7ème, je suis dans le top 10. Alors peut-être qu'il n'arrivera pas à rester dans le top 10, mais au moins il aura tenté le coup. Il nous a fait un petit peu une Guillaume Martin. Je dirais que maintenant on appelle ça presque une Guillaume Martin, c'est-à-dire
tenter de revenir dans le match pour le podium, enfin pour le classement général en prenant une échappée. Mais il a été très bon, Meintjes, et puis il a roulé quand il fallait rouler. Alors après, voilà, bon, il gagne pas l'étape, mais je dirais que Meintjes, le fait d'avoir osé, en étant plutôt quand même bien classé au général, d'avoir tenté le coup, c'est une très bonne chose. Et puis, maintenant, on ne sait jamais. Un top 10 est peut-être faisable si les jambes tiennent bien dans les Pyrénées. Bon, on sait que le contre-la-montre n'est pas forcément sa spécialité, mais Rocamadour, c'est quand même en pente. Pourquoi pas pour Meintjes tenter de rester dans le top 10, au moins dans le top 15, c'est peut-être réalisable. Et je trouve qu'aujourd'hui, il a fait vraiment une étape très intéressante, le Sud-Africain. Et puis je termine du côté des coureurs au top avec Pogacar. Bah, ça a été l'un des animateurs de la journée. Je pense qu'il faut le saluer. Il faut quand même avoir un sacré courage pour attaquer dès le départ de la journée. Dès la première montée, il fallait vraiment être culotté aujourd'hui de la part de Pogacar. Il a tenté, il a mis en difficulté à un moment quand même la Jumbo. Ça n'a pas marché. Il a retenté encore dans la montée de Mende, mais on s'aperçoit bien que ça reste un coureur qui va être très dangereux. Il est en très bonne condition physique. Il a fait une erreur, peut-être d'hydratation. Il n'a pas bu assez de bidon lors de l'étape du Granon. Mais il est là, il est costaud, il va falloir faire avec. Ça va pas être facile pour Vingegaard. Et surtout du côté de Vingegaard, eh ben, il y a quand même eu une alerte aujourd'hui, hein, mal placée. Donc il va être un peu plus sous tension, Vingegaard, à partir de maintenant, parce qu'il sait que Pogacar n'hésitera pas à attaquer, n'hésitera pas à utiliser n'importe quel moyen en attaque pour réussir à gagner devant. Donc ça va être voilà, ça va être une situation qui va être un peu dangereuse désormais pour Vingegaard, et ça va pas être facile pour lui. Et Pogacar, vraiment, animateur de la journée, il a fait une très belle étape. Donc chapeau, Monsieur Pogacar. Et si on a eu un début de journée aussi animé, c'est grâce à lui. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Mollema. Bah, c'est pas du grand Mollema, mais j'ai envie de dire cette année, hein, il n'a pas fait sur les grands tours, ça n'a pas été incroyable, Bokeh Mollema, parce que sur le Giro, il n'avait pas été incroyable. Il avait fait deuxième à Potenza, j'avais oublié à Potenza qu'il avait fait deuxième. Mais il avait été dans beaucoup d'échappées, mais sans forcément réussir à prendre la gagne. Et là, c'est vrai que sur ce Tour de France, bah, c'est un peu compliqué. Alors, il avait fait un bon chrono, mais comme sur le Tour d'Italie, hein, il a été quand même champion des Pays-Bas du chrono cette année. Mais en course, bah, c'est pas des grandes jambes, peut-être la fatigue également d'enchaîner avec le Tour d'Italie. Même si c'est un coureur qui est quand même habitué à faire ça, peut-être le fait aussi d'avoir 35 ans. Hein. C'est vrai que Bokeh n'est pas tout jeune. Mais voilà, aujourd'hui ça a été dur. Pourtant, Quinn Simmons roule pour lui. Quinn Simmons qui a encore fait un sacré numéro, hein, quand même. C'est un super coureur, Quinn Simmons. Vraiment, lui aussi, il n'hésite pas à rouler, à mettre ses intérêts personnels de côté pour vraiment faire un sacré travail du côté de la Trek, et c'est un bon équipier. Mais Bokeh Mollema, voilà, ça n'a pas suffi aujourd'hui. Il n'avait pas des grandes jambes, il n'avait pas peut-être une assez bonne condition physique, et ça a été compliqué pour le coureur néerlandais qui a un contrat jusqu'en 2026 alors qu'il a 35 ans. Ça veut dire qu'il ira quasiment sur ses 40 lors de cette fin de contrat chez Trek, et ça voudra dire quand même 20 ans de carrière, parce qu'il a commencé en août 2006 dans une équipe qui s'appelait le team Loïc Mebellen, un type de Continental où il y avait Albert Timmer, si, tiens, parmi les coureurs, qui était un coureur chez Sunweb à l'époque. Ça devait s'appeler Argos. Albert Timmer, qui était un des hommes importants dans le train de Degenkolb et de Kittel. Mais oui, il a fait vraiment du bon travail, et on peut saluer la journée de Bokeh Mollema, mais ça n'a pas suffi aujourd'hui. Et c'est vrai que je trouve que depuis le début de saison, il manque peut-être un peu de puissance, où il n'arrive pas vraiment à avoir des changements de rythme. Roglic, pourquoi Roglic? Normalement, c'est quand même maintenant l'ange gardien de notre ami Vingegaard. Bah, je trouve que pour un ange gardien, ça n'a pas été incroyable. Il n'a pas vraiment été performant en claquant des doigts, notre ami
de la Jumbo. J'ai trouvé vraiment poussif en fin de journée, alors que normalement ça aurait dû aller parce que lui il n'a pas fait d'effort incroyable parce qu'il a été lâché très vite en début d'étape. Et normalement en fin de journée il aurait dû faire un sacré travail, sauf que il a pas, enfin il a un peu bossé, mais il a bossé quand même très tôt. Et on a senti qu'on lui faisait pas hyper confiance dans la qualité de son travail. J'ai l'impression chez Jumbo. Et puis surtout, ouais, le début d'étape, normalement, il doit être plus au contact de Vingegaard. Heureusement qu'il y a eu Van Aert quand même chez Jumbo parce que ça a un peu sauvé la mise quoi, de Vingegaard. C'est vrai que ça soit Sepp Kuss, Kruijswijk aussi ou Roglic, ils ont été à la peine en début de journée. Alors je me demande jusqu'à quel point chez UAE on n'avait pas sorti les home trainers ce matin. Parce qu'on savait qu'on allait faire le coup et que chez Jumbo on n'a peut-être pas fait de home trainer et on s'est fait un petit peu avoir quand il a fallu faire des efforts en haute intensité. Mais du côté de Roglic, je suis assez déçu de comment on s'en est servi et de son utilisation chez Jumbo. Mais c'est peut-être aussi dû au fait qu'il n'était pas en bonne condition physique aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est inquiétant quand ton numéro 2, quand ton ange gardien n'est pas au top et n'arrive pas à performer convenablement. Et puis, je termine avec un dernier coureur, une dernière équipe, CEF. Je trouve que F a pas bien couru aujourd'hui dans l'échappée. C'est-à-dire que quand tu as Bettiol, quand tu as Uran et Poles, je vois pas à quel moment tu te dis Uran est ma carte. Soit c'est Poles, soit c'est Bettiol. Avec une arrivée comme ça en boss, ta meilleure chance peut pas être Uran, surtout vu ce qu'a fait Uran ces derniers jours. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, Uran devait bosser pour les autres. Et vu ce qu'a fait Bettiol aujourd'hui, il fallait pas le faire travailler à 40 bornes de l'arrivée, dans la petite bosse là, avant la descente. Là, il a énormément bossé, donc il a perdu de l'énergie. L'énergie qu'il dépense à ce moment-là, c'est peut-être l'énergie qu'il peut pas remettre quand Matthews lui passe devant. Et moi, je me dis, bon, Bettiol, il a quand même montré qu'il était performant sur ce type de boss. Les boss de 4-5 km, on sait que maintenant, ça fait partie des coureurs qui sont dangereux dans ce type de difficultés. Je pense notamment sur l'étoile de Bessèges, le contre-la-montre à Alès, il a toujours été performant sur les bosses de moins de 5 km. Alors là, la bosse de Alès, ça doit être 2 km. Mais il a toujours été bon sur ces bosses avec du fort pourcentage assez courte, sur des temps d'effort pas trop longs. Et là, si on avait bossé pour lui, ça aurait peut-être été différent. Vu les jambes qu'il avait dans le final, encore une fois, dans le final, il avait des très bonnes jambes, mais il n'aurait pas fallu qu'il roule avant. Et je pense que du côté de F, on a mal joué, parce que déjà, on a raté l'échappée, enfin la reconstruction du deuxième groupe. Bon, c'est pas les seuls à avoir fait ça, Groupama aussi. Mais en plus, on n'a pas mis la bonne carte, on n'a pas protégé la bonne carte. Pour moi, il ne fallait pas protéger Uran, il fallait protéger Bettiol. Et Bettiol n'aurait pas dû bosser autant pour Uran, surtout dans l'avant-dernière difficulté du jour. Je pense que ça a été une erreur. Du côté de la Bora, là, ça a été un peu différent. Je pense que ça soit Großschartner ou Kemna n'avaient pas des très grandes jambes. Après, Kemna, il n'a pas roulé derrière. Mais je pense tout simplement que du côté Kemna, de toute manière, il n'avait pas les jambes pour aller chercher les meilleurs devant. Et que Großschartner, oui, c'est sûr qu'à une époque, face à Matthews, il aurait été devant. Sauf que maintenant, Matthews est très fort. Et puis Großschartner, c'est plus un coureur hyper prometteur. Maintenant, c'est devenu un équipier du côté de la Bora. Mais je trouve vraiment que du côté de F, on n'a pas très bien couru. Et on aurait dû être avec un membre dans l'échappée devant. Et puis on n'aurait pas dû bosser autant pour Uran. Parce que pour moi, Uran, c'était pas une carte vraiment impressionnante. Demain, sprint ou pas sprint, sprint or not pas sprint, comme disent les Anglais, du côté entre Rhodes et Carcassonne, parce que ça sera pas très plat, 2400 mètres de dénivelé positif, donc ça va faire mal aux pattes. Quand on voit un peu l'état des sprinters, on se dit ça va pas sentir bon. Donc ça c'est sûr, ça va être l'étape de demain. Et juste pour vous confirmer, Caleb Ewan a bien fini à 39 minutes 07. J'espère que c'est bon pour les délais pour Caleb Ewan, parce que je n'ai pas les délais là pour le moment. 39,07, ça doit être après une étape de 4h30, ça doit être limite pour Caleb Ewan, mais il a fini l'étape, le coureur australien qui a quand même été lâché quasiment dès le kilomètre 0. Donc voilà, sacré courage
de la part de Caleb Ewan. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!